Je suis un compétiteur. Tous les matins, je me lève. Je me dis pas, ouais, hier c'était bien, on a fait un chiffre sympa. Non. Tous les matins, je me réveille. C'est la guerre. On le sait, si tu veux, les charges sociales en France, elles sont très dures. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on a lancé la franchise. On a tout fermé. On a pris toute l'équipe. On est tous partis à Disney pendant plusieurs jours. Il n'y a que ceux qui font rien qui n'ont rien. Voilà. Moi je fais, parfois je fais mal, on recommence, on refait. Quand tu montes ta boîte, au démarrage, les 2 personnes qui sont importantes, c'est l'avocat et le comptable. Je m'étais dit, ok, je mets 20% d'épargne quoi qu'il arrive. Sur les 20%, j'avais toujours 8% en shitcoin. Gros risque, mais gros gain. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Smart Talks, le podcast des investisseurs. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nicolas Cascales, donc, qui est fondateur de Yaoz. Nicolas, comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Merci Kevin pour l'invite, ça fait chaud au cœur et plaisir. Eh ben, ça me fait encore plus plaisir. Donc, pour la petite histoire, on s'est rencontrés en ville, en pleine ville de Lyon. J'étais avec ma fiancée et on a eu envie Tu nous as attirés vers cette belle odeur de crêpes et de yogourt. Donc, on est rentré et en fait, c'est là où moi, j'ai vu qu'il y avait vraiment un vrai professionnalisme pour être honnête. Okay. Je t'ai vu aussi en train de travailler et on s'est parlé. Tu as aussi un relationnel qui est juste exceptionnel. Je pense que c'est ce qui fait aussi vraiment ta force. Concrètement, ça a matché directement. On s'est posé, bu un café, on a discuté. Et aujourd'hui, on est en train de faire un podcast. Donc, je trouve ça vraiment génial. Merci en tout cas d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. C'est avec grand plaisir. Trop bien. Eh bien, écoute, je vais rapidement te présenter pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Donc, tu es le cofondateur de Yaoz, une enseigne de frozen yogurt et coffee shop, lancée avec ta compagne Justine, qui cartonne en France et s'ouvre même à l'international avec des ambitions en Espagne, à Dubaï et même encore plein d'autres endroits. Tu vas en parler un petit peu après. Ton aventure commence après un déclic à Dubaï où tu découvres un concept un peu développé en France, enfin très très peu développé pour l'instant. À ton retour, tu passes des mois à créer une recette de maison de yaourt glacé dans ton propre appartement. Depuis, tu as transformé cette idée en une franchise à forte identité et à mi-chemin entre le food lifestyle, coffee, culture, expérience, client. Voilà, tu as fait un beau mélange, un beau cocktail Molotov. Tu fais partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui n'attendent pas qu'on leur donne la permission de créer. Tu t'es lancé sans expérience dans la restauration, mais avec une vision claire, de l'audace et surtout beaucoup de travail. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours, les leçons que tu as tirées de l'aventure Yaoz, ta vision de l'investissement et comment tu gères la croissance d'un concept qui devient un véritable phénomène. Nicolas, bienvenue à toi dans Smart Talks. Et concrètement, on va commencer dans le dur directement parce qu'avant de plonger dans ton parcours entrepreneurial, moi j'aimerais qu'on revienne sur un moment difficile que tu as connu. C'est la perte de plusieurs boutiques de ta franchise Yaoz qui a été un véritable coup dur financier. Peux-tu nous raconter comment tu as surmonté cette période et comment en fait elle a influencé ta vision de l'entrepreneuriat et surtout ta résilience? On démarre direct. Hein. On démarre direct. Écoute, bon, on reviendra après sur le déroulé, sur la croissance, bien sûr, mais ce moment-là précis, il est super dur parce qu'il vient après un moment d'euphorie. Ouais. Parce que c'est-à-dire qu'avec Justine, quand on crée la franchise, en très peu de temps, au final, on passe de un restaurant à 15 et quelques mois plus tard, revers de la médaille parce que forte. Alors, hyper croissance, parce que en fait, on avait passé une phase de croissance et après, on a cliqué pour passer en hyper croissance. Et là, à ce moment-là, le retour d'expérience, il est super simple. Un peu trop vite, la logistique, l'infra, la team avec nous, pas non plus calibré pour aller chercher fort, rapide et loin. Et la réalité, c'est que il y a aussi un recrutement qui est pas évident parce qu'on fait de l'humain. Bien sûr. La restauration, c'est de l'humain, même si petit à petit, on essaie d'automatiser et ça nous aide beaucoup, mais c'est avant tout une aventure humaine. Et donc, si tu veux, le recrutement, il est vraiment crucial au démarrage pour le départ du projet. Et à ce moment-là, bah, effectivement, voilà, on se rend compte que quelques fautes de recrutement, parfois, nous, notre niveau, quelques petites erreurs d'emplacement. Et donc, voilà, on commence à en fermer 1, 2, puis 5. Compliqué parce que déjà, nous, c'est notre bébé. Et donc là, à ce moment-là, c'est tendu parce que nous, on a engagé des frais pour porter nos stocks parce que tu n'as plus la même consommation. Déjà, pour nous, notre activité de yaourt glacé, quand tu es 1 puis 15. Et après, comme on fait à 80%
du takeaway, de la vente à emporter, il y a de l'emballage. Ok. Et ça, aujourd'hui, l'emballage, il coûte très cher, si tu veux. Donc, aujourd'hui, nous, on n'avait pas l'expérience, on a l'expérience, mais qu'on n'avait pas il y a quelques années en arrière. C'est ça. Et donc, on a porté nos stocks nous-mêmes pour l'ensemble du réseau. Donc, pour te donner une idée, juste un stock d'emballage, donc de gobelets, je ne sais pas si on peut citer les marques ici, ou Oui, bien sûr, bien sûr. de type un peu Starbucks, tu vois, que tout le monde connaît. Mhm. Nous, on a porté une année de stock pour les 15 restaurants. Ça a coûté 100 000 euros. C'est énorme. Quand tu es une boîte, alors nous, c'est vrai qu'à titre perso, on n'a pas fait de levée de fonds Mm. parce qu'on ne voulait pas se diluer. Ok. Donc, on s'est dit, OK, En bootstrap complet. short track même. Ouais, short track. C'est-à-dire plus d'oxygène. Vraiment plus rien. On fonce, on finance. Sauf qu'en parallèle, il fallait aussi financer les productions de yaourt pour les restaurants. Et donc, si tu veux, quand tu es une jeune boîte qui se développe, qui n'a pas de levée de fonds et qui est encore sous crédit avec le premier restaurant, financer 150 000 euros équivalent de stock pour tout le monde, de toute façon, tu joues sans filet. Ouais, c'est colossal. Donc, si tu veux, quand les premiers ont fermé, déjà, nous, les stocks, ils étaient payés, sauf qu'on ne pouvait pas refacturer parce que, de toute façon, les restaurants fermaient. Ceux qui étaient présents, grâce à Dieu, ils tournaient, mais tout le monde se posait des questions. Et aujourd'hui, tout le monde continue aussi à s'en poser parce que la conjoncture, malgré tout, elle est un peu dure. Et ça, après, je t'expliquerai un peu le travail que nous, avec la team au siège, on a on a travaillé pour justement inverser la courbe. Ok. Mais effectivement, voilà, c'est des moments qui sont tendus parce que c'est-à-dire que même à un moment, le moindre euro qui rentre en termes de bénéfices, je parle pas de chiffre d'affaires, en fait, il est tout de suite, c'est pas injecté, c'est aspiré en fait là. Ouais. Il est aspiré pour combler et en fait, il faut en permanence, et ça c'est le travail de Justine, du coup mon épouse, Incroyable. qui parfois se tire des balles parce qu'en fait, elle est en permanence en train d'essayer de stopper une hémorragie. Ouais. Et puis, il faut qu'elle aille envoyer un autre pansement, stoppe l'hémorragie, ça repart dans l'autre côté. Donc là, c'est ultra dur. Il y a des très bons moments, mais c'est vrai que là, ces moments-là, sont très compliqués parce que tu viens de l'ascenseur émotionnel quand tu ouvres. Bien sûr. Et puis, même si tu restes humble, et je pense qu'il faut tous les matins se le dire, mais il y a un moment, de toute façon, on est humain. Et il y a un moment, tu te lèves, tu te dis, putain, en fait, on est en train de faire 15 restos, on est parti de rien, parce que personne croyait en nous, et tu te lâches un peu, tu vois, parce que c'est humain. C'est normal. Tu vois, donc tu te lâches, après, tu fais un peu à la fête, tu fais plein de choses, mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est ça, c'est l'expérience. De toute façon, je pense que si tu vis pas aussi ce genre de choses, t'en tires pas des leçons. Et il y a personne qui subit aussi une évolution aussi exceptionnelle en ayant un parcours parfait, sans aucune erreur, sans aucune embûche. Je pense que ça n'existe pas vraiment, quoi. Ouais, et puis après aussi, voilà, c'était un autre métier. Pour recontextualiser, Justine vient de la franchise quand même malgré tout, mais de la finance. Moi, plus opérateur, donc là, pour le coup, yes, pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu as ton resto, bon, ça pose pas réellement de gros problèmes, tu vois. Mais quand tu commences à basculer, lancer une franchise et devenir franchiseur, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que ça s'improvise pas. Donc nous, il a fallu aussi faire un travail sur nous-mêmes, se renseigner, s'informer, se structurer. Ça, c'est très important. Et regarder aussi comment nos pairs fonctionnaient. Sûr. Parce qu'on n'a pas regardé ceux qui ont craché. On a regardé des gros qui avaient des 100 points de vente, 200, des groupes, tu vois, pour voir un petit peu le modèle économique, les gens avec qui bossaient, les fournisseurs. Et c'est comme ça que, voilà, petit à petit, le train est reparti. On a aussi clarifié pas mal de choses chez nous, parce que on n'est pas des personnes qui mettent la faute sur les autres. Et chez nous, voilà. Donc on a bien balayé devant notre porte. On a modifié beaucoup de choses dans le concept Yaoz pour relancer la machine. Et visiblement, voilà, ça a l'air de repartir très fort en France, mais surtout à l'Inter. Okay. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant, mais après, on pourra en parler dans quelques instants. Bien sûr, c'est très intéressant. Avant de continuer à parler de Yaoz directement, moi, j'aimerais revenir
et bien sur toi aussi, ta personne, concrètement, comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment tu as poussé cette porte-là? Tu t'es dit, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux faire. Le hasard fait que, à l'âge de mes 14 ans, on va dire à peu près, voilà, en fait, je rencontre beaucoup de personnes, mmh, qui sont tous entrepreneurs, alors que mes propres parents ne le sont pas. Ok. Dans ma famille, pas grand monde est entrepreneur. Voilà, tout le monde a un job entre guillemets «de salarié». Mais si tu veux, moi, à ce moment-là, parce que j'ai 14 ans, parce que je suis un garçon et que, voilà, je rencontre des personnes de loin et de près qui sont entrepreneurs. Ma génération, c'est vrai que c'était pas comme aujourd'hui où tu vois, il c'est beaucoup automatisé, beaucoup digitalisé. Moi, si tu veux, je voyais les grands, pas du quartier, mais tu vois, presque, ils montaient des restaurants, Ouais. tu vois, ils lançaient des affaires de transport. Et moi, c'est comme ça que, voilà, en fait, naturellement, je me suis rapproché de ces gens-là, Mm. qui aujourd'hui, la plupart sont mes amis. Et il est vrai que, voilà, je voyais parfois de belles voitures. Et donc, je me disais, et de belles montres. Et je me suis dit, ouais, c'est donc ça, métier d'entrepreneur. C'est ça que je veux. Donc, moi, j'étais plutôt très curieux, aller chercher beaucoup d'informations Ok. et bah, globalement, pas du tout dans la jalousie. Si tu veux, j'étais plutôt tendance à aller te voir et te dire comment tu as fait pour réussir, comment tu as fait pour avoir ça, parce que moi, je veux la même chose, tu vois. Trop bien. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, voilà, je me suis intéressé un peu voilà, à divers milieux. Et puis après, bah, ouais, comme je te dis, le fruit du hasard, c'est que mes amis, voilà, c'était tous des restaurateurs, parfois patron de bar, de restaurant, club, un peu. Et donc, voilà, moi, j'ai grandi dans cet environnement. Et puis, c'est un milieu qui m'a quelque part toujours beaucoup plu. Ok. Et donc, après, bah, par la force des choses, voilà, on a commencé à aller chercher un peu plus précisément voilà, ce secteur-là. Et après, on a commencé à lancer nos affaires voilà, avec ce vivier de gens qu'on avait dans notre entourage, tu vois. Incroyable. C'est assez intéressant. Donc, en fait, tu as été matrixé Ah, depuis dès le tout départ. gamin Ah. par cet environnement-là. Pour toi, c'était un petit peu une évidence finalement. Tu as déjà bossé un peu dans le salariat? Tu as ressenti quelque chose à certains moments où tu t'es dit, c'est vraiment pas fait pour moi? Parce que quand même, entrepreneur, c'est prendre beaucoup de risques aussi. On s'en rend pas compte. Ouais, Ça paraît facile aujourd'hui, mais... en fait, si tu veux, c'est un état d'esprit. Pour moi, en tout cas, c'est un état d'esprit. C'est soit il y a un moment, tu veux aller chercher des tops. Et là, de toute façon, dans le salariat, tu peux pas. Hmm, Et en France, en plus, plus compliqué. c'est beaucoup plus compliqué parce que maintenant que nous, on est à la tête, entre guillemets, d'entreprises, on le sait, si tu veux, les charges sociales en France, elles sont très dures. Et donc, pour rémunérer quelqu'un à la hauteur de ses compétences, il y a un moment, tu es bloqué, tu vois, parce que les charges, elles sont trop dures. Donc, à moins qu'on soit un grand groupe et multinational, ce qui n'est pas encore le cas, mais si tu vois, c'est compliqué. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Et à un moment, il faut te dire, OK, où est-ce que tu as envie de te situer? Parce que, en fait, qu'est-ce que tu as envie plus tard, tu vois? Justine a démarré salarié, moi aussi. On a toujours eu de grandes ambitions. Voilà. Ok, On a toujours eu de grandes ambitions, en sachant que il faut prendre le risque. Parce que si tu le fais pas, tu peux pas savoir. c'est ça. Voilà. Donc moi, comme c'est vrai que je dis souvent une phrase, voilà, en fait, pour savoir où est-ce que tu as envie d'aller, il faut vraiment savoir aussi d'où tu viens. Mhm. Et quand on a commencé à lancer les affaires, si tu veux, on s'était dit, voilà, et moi je me le dis tout le temps, je me dis, n'oublie pas d'où tu viens, parce que tout peut se casser la figure du jour au lendemain au final. Mm. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut vraiment garder les pieds sur terre quand même malgré tout. Mais par contre, il faut être très dynamique, il faut être très puissant dans ce que tu fais si tu veux à un moment te donner une chance de réussir. Bien sûr. Faut se donner à fond en fait dans chaque projet que tu veux entreprendre. C'est ce que tu as fait avec Yaos finalement. L'histoire avec Yaos, est-ce que tu peux nous la raconter très rapidement? Mm. Comment ça a Ouais. démarré? Comment tu as trouvé ce fameux peut-être emplacement qui aujourd'hui est quand même exceptionnel, il faut le dire. Tu es quand même très très bien placé. Ouais, C'est ouais, une super, chance, ouais. peut-être même aussi. Je ne sais pas comment tu vois la chose. En fait, c'est un tout, mais ça, on pourra y revenir. Mais si tu veux, à vrai dire, c'est même pas moi. À la base, c'est ma femme.
C'est Incroyable. Justine, qui, voilà, quand on est à Dubaï, c'est les premiers pas de Dubaï, c'est 2016. Mm. Donc, tu vois, on était vraiment pré-cul. Ouais. Elle m'emmène à Dubai Mall et elle me dit, putain, elle me dit, j'adore ce truc, viens, on teste. Donc, on teste ce fameux concept de yaourt glacé. C'est une enseigne américaine qui est monoproduit. Ok. Bon, ouais, moi, pas plus que ça. Normal. Voilà, ma femme adore. Ouais. Moi, à cette époque-là, en 2016, il faut savoir que je suis prévu dans ma tête pour acheter une grosse affaire sur Grenoble Mhm. avec 2 associés. Ok. C'est une grosse affaire qui fait restaurant, qui fait club également. Ok. Et donc, fatalement, tu vois, je suis pas dans le délire du yaourt glacé. Et quelques jours plus tard, voilà, on quitte Dubaï. Ma femme rentre en France. Moi, j'ai un contrat en Afrique. Donc, je pars en Afrique, voilà, pour m'occuper de tout ce qui est hôtellerie et restauration. Que j'ai un contrat à cette époque-là avec le ministère de la Défense. Ok. Et donc, voilà, je m'occupe de tout ce qui est hôtellerie et restauration. Et avec le décalage horaire, un matin, je vois un WhatsApp de ma femme à 7 h du matin qui me dit ouais, c'était vraiment pas mal. Je repense au yaourt glacé. Je pense que ça serait vraiment intéressant de le ramener en France. Je pense que c'est le bon timing. C'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse. Incroyable. Ok, ouais. et, et quelques jours. Parce qu'il faut savoir que ma femme, elle est très coriace. Ouais. Quand elle veut quelque chose, elle sait l'avoir. Et donc, voilà, quelques jours plus tard, je te dis vraiment texto, hein, Ouais. elle m'envoie un message en me disant, si t'es d'accord, viens, on prend toutes nos économies et on lance le projet. C'est dingue. Et donc, c'est ça aussi, tu vois, l'état d'esprit que je voulais te Ouais. dire tout à l'heure, Mm. c'est que c'est ça l'état d'esprit d'entrepreneur. Mm. Quand il y a ta femme qui te dit, ou voilà, ou un futur associé, ou tu dis, viens, on prend toutes les économies qu'on a de côté et let's go, on start. Et donc, bon, bah, tu connais la suite forcément. Donc, yes, ok, let's go. Et donc, à partir de ce moment-là, donc Justine a commencé à bosser sur le projet en off pendant 6 mois. Ok. Où là, elle fait beaucoup de recherches, elle contacte des ingénieurs agroalimentaires, elle rencontre notre principal concurrent également. Ok. Euh, Faut prendre des informations. pour prendre des informations, oui et non, en fait, Analyser. c'est-à-dire qu'à la base, en fait, elle voulait même faire une de leurs franchises. Ah oui. Ok. Voilà. Sauf que le rendez-vous à Paris, il se passe pas super bien. Parce qu'il faut savoir que ma femme, elle vient du milieu de la finance. Ok. Et que, alors peut-être qu'à cette époque-là, eux aussi, ils démarraient, ils n'avaient pas la même expérience que peut-être ils ont aussi aujourd'hui. Mais voilà, globalement, ça s'est pas très bien passé. Globalement, sans manquer de respect à personne, hein, mais c'est vrai que moi, ma femme, elle me dit, écoute, laisse tomber, c'est cheap. Mm. Elle me dit, c'est pas, voilà, les couleurs sont pas top, le produit, pas très bon. Elle est pas emballée, quoi. Elle me dit, écoute, laisse tomber. Elle me dit, on va le faire nous. Ok. Et donc, à ce moment-là, je rentre. Là, tu dis, il y a un truc à faire là. Donc là, si tu veux, bon, on se remémore un peu ce qu'on a vu à Dubaï. Bien sûr. Comme d'habitude, je pense qu'il faut aussi prendre des idées, Mm. en laisser, parce que tu vois, tout n'est pas forcément très bon à prendre. Et donc, on achète une machine, 10 000 balles à peu près, Ok. machine à glace, qu'on met dans notre cuisine. Et pendant 6 mois, je crois que nos amis nous ont détesté parce qu'il n'y avait plus d'apéro, de Ah vrai ouais. apéro, tu vois. C'était venez pour tester des glaces. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ok. On a lancé donc Lyon en 2017, dans le secteur du Vieux-Lyon. Gros risque, parce que le secteur du Vieux-Lyon, très prisé, mais ça coûte extrêmement cher. Mhm. Les valeurs locatives, avec des droits au bail qui ne cessent d'augmenter depuis des années, hein. C'est vraiment une portion de rue, en plus, dans laquelle je suis, qui ne connaît pas du tout la crise. Ça Mm. ne fait qu'augmenter, même en période de difficulté, ça ne fait qu'augmenter. Et si tu veux, on a pris des très très gros risques parce que nous, sur Lyon, on a 37 mètres carrés. On a quand même un investissement de base pour créer la marque, le branding, l'univers, charter le site internet, les travaux, les machines, l'agencement. On est à plus de 500 000 euros C'est énorme. pour 37 mètres carrés. Mm. Donc autant te dire que bon, tu as 90% de nos connaissances nous ont pris globalement pour des fous. On ouvre, il faut savoir, un concept de glace le 7 décembre.
C'est ça l'état d'esprit Ah, bah d'entrepreneur. là, c'est plus qu'un état d'esprit, là. Donc, si tu veux, bon, ok, moi, je suis pareil, let's go, on y va. C'est comme vendre des glaçons Ouais, en Islande, ouais, ouais. au pôle Nord. Et donc, Incroyable. en fait, on est vite rattrapé par la patrouille, si j'ose dire. La patrouille, c'est qui? C'est les banques Mm. qui nous ont quand même aussi un peu financé au forceps parce que il faut dire qu'il n'y a aucune banque qui a cru en nous. Ok. Et donc, en plein mois de janvier, on a des prêts à rembourser qui sont énormes. Il faut savoir que moi, très honnêtement, hein, il y a des jours où on a fait 80 € de chiffre. Mm. Donc, autant te dire que quand tu rentres à la maison le soir, c'est tendu parce que tu sais très bien. Tu dis, voilà, il y a le mois, il y a les salariés à rémunérer, donc faut les payer. Tu as tes charges fixes, tu as tes coûts matières qu'il faut absorber. En fait, en réalité, tu n'y arrives pas. Mm. Tu es à 35% du chemin et il te manque tout le reste. Donc, un mois de janvier un peu dur aussi. Février, pareil. Et puis, on est en France. On a parfois une météo qui est difficile. Et nous, en tant que glacier de base, forcément, bah, quand il pleut, c'est très compliqué. Et donc, mars, pareil, on entame un peu en grosse difficulté parce que là, bah, en fait, on remettait en compte courant, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas le chiffre. Donc, de toute façon, faut payer tes charges. Et donc, on voyait forcément notre trésor qui fondait comme neige au soleil. Donc là, ça commençait vraiment, vraiment à être tendu, même au bout de 3 mois, hein, parce qu'en fait, l'investissement de base, il était tellement colossal pour Ouais. 37 mètres carrés Mm. que si tu veux, en fait, c'était très compliqué. C'est ça. Et grâce à Dieu, ouais, il me semble que c'était fin mars, tu vois, fin mars, début avril. C'était un dimanche, je me rappelle comme si c'était hier. C'est fou parce que j'étais qu'avec ma femme. Et si tu veux, on n'avait pas, enfin, on n'a pas l'expérience qu'on a aujourd'hui Ouais. pour déchaîner les enfers. Et tout lieu, on venait, on est capable, tu vois. Ouais. Et donc, ma femme, elle me dit, ouais, on fait pas trop de préparation, donc de pâte à crêpes, de pâte à gaufres, pas trop de yaourt. Elle me dit, il va pleuvoir. Et en fait, pas un dimanche à 15 h, le soleil est arrivé. Et depuis ce jour-là, voilà, comme je te dis, il y a un bon Dieu, voilà. Yaoz Lyon ne s'est jamais vidé. C'est incroyable. Alors après, on a fait beaucoup de taf, Bien on sûr. a fait beaucoup d'actions, beaucoup de partenariats, beaucoup de collaborations pour démarrer. On a eu la chance parce qu'on a les femmes, des joueurs de foot de l'OL qui sont venus. On a pas mal de joueurs du Loup, pareil. On a l'Asvel qui est venu. Tout ça, ça a créé aussi une effervescence, tu vois, parce que c'était un peu dans le vieux Lyon, tu vois, il y a 8 ans en arrière, c'était le nouveau place to be, tu vois, Ouais. la hype du moment où il fallait que tout le monde puisse venir goûter une waffle ou un yaourt glacé. Bien sûr. Et on a lancé comme ça, grosse ascension, avec forcément une expérience qui était pour nous pas optimisée, parce que on apprenait ce métier, tu vois. Bien sûr. Nous, on ne sait pas à la base faire des crêpes ou faire des yaourts glacés ou les techniques. On a vraiment appris sur le tas. Et donc après, ben, effectivement, ouais, Yaoz Lyon a décollé fort. Et on a fait un deuxième point de vente. On a fait un deuxième point de vente à Grenoble qui a complètement craché au bout de 2 ans. Ok. Entre-temps, on a fait un corner qui a pumpé, lui, sur Saint-Tropez. Et en fait, voilà, avec ces 3 points de vente, on avait une ambition cachée de lancer une franchise, en fait, à ce moment-là. Mm. Sauf que Covid, Covid, et donc là, bah voilà, clairement, tout le monde, mais voilà, hein, national, hein, ferme le rideau, on est tous chez soi, et quelque part, avec le recul, ça nous a fait plus de bien, je pense, qu'autre chose, Mm. parce que, en fait, à ce moment-là, on s'apprêtait à lancer la franchise, et quand je vois là où on est aujourd'hui, en fait, on n'était pas prêt, Ouais. tu vois. On n'avait pas les connaissances, même techniques, tu vois, qu'on a et qu'on possède aujourd'hui en termes d'expérience, tu vois, Sûr. même de retour terrain. On n'avait pas grand-chose à amener, tu vois. Et donc, on a, pendant 15-16 mois, rebossé, repensé un petit peu le modèle économique de Yaoz. Et post-Covid, on a réouvert, on a modifié un petit peu nos cartes, on a pumpé certains produits,
On a ajouté une carte salée pour la France. Parce qu'en fait, déjà d'une, on avait aussi de la demande sur les plateformes, Deliveroo, Uber. Ok. On avait aussi, en fait, nos produits, tout ce qui est crêpes et gaufres, on était capable de les décliner en salé, Ouais. sans perdre notre identité. Mm. Tu vois, on n'allait pas faire une pizza ou un panini, mais voilà, on était capable de le faire dans ce sens-là parce que déjà, des produits existaient. Mm. Et donc, on a lancé cette fameuse carte salée qui, petit à petit, est venue gagner du terrain et des parts de marché sans grignoter d'autres. On ne s'est pas cannibalisé entre les produits. Mm. Et donc, chaque année, bah, on a démarré avec 3% de chiffre d'affaires, 5% de chiffre d'affaires sur le salé, 7, 17, 20%. Mm. Et petit à petit, le salé a pris le pas, et ce qui nous a fait gagner aussi en chiffre d'affaires sur l'année. Et donc, voilà, on a vraiment repensé un peu le modèle. Et officiellement, on a lancé après le Covid la franchise. Et bon, moment de flop un peu quand même, hein, parce que pendant 6 mois, il s'est rien passé. Ah oui, quand même, ouais. Il s'est rien passé. Direct après Covid. Ouais, il s'est rien passé. Donc gros flop, gros moment de doute. On se dit, Tain, qu'est-ce qui a merdé? Mm. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a fait? Et il faut qu'on comprenne, parce que là, c'est chaud. Parce qu'il faut savoir que quand tu lances une franchise et que tu commences à communiquer, si tu n'ouvres pas de franchise, tu perds tout crédit. Ok. Et donc, on s'est rapproché de personnes spécialisées dans le développement en franchise, voilà, pour aussi comprendre les rouages, le système, le mode opératoire pour développer. Et donc, voilà, moi, petit à petit, toujours un peu dans la recherche d'informations, très curieux, je me suis aussi formé. Et donc, on a modifié certaines choses, sans que ce soit très confidentiel, hein. On a déjà d'une modifié notre site internet. On a modifié, on a créé aussi de nouvelles landing pages avec différents backlinks pour que ça soit plus rapide. On a donc optimisé la version mobile du site internet. Mm. Parce que à l'époque, quand on avait mesuré, on était à 88% de taux de trafic sur mobile, Ok. sur le site internet. Mm. Donc voilà, on l'a vraiment optimisé pour que ça soit très rapide et que les gens puissent nous envoyer des demandes. Et au bout de 6 mois, en fait, ça a commencé à arriver. On a commencé à avoir une demande par semaine, tu vois, donc à peu près 4 ouais, 4 par mois, c'était ça. Donc après, au début, c'était pas très qualifié, mais voilà, on traitait parce qu'on était très contents. Moi-même, d'ailleurs, je passais 1 heure au téléphone avec les gens Mm. pour qu'à la fin, ils me disent, ouais, j'ai 2000 € d'invest, comment on fait pour faire Yaos? Et puis après, voilà, ça a commencé à s'accélérer. On a commencé à, ouais, 4, 5 après par semaine. Et au final, après, on avait un rythme de croisière, on était à peu près 40 demandes par mois C'est énorme. pour faire du Yaoz. Donc ce qui fait un petit peu moins de 500 leads à l'année. Donc globalement, 500 candidats potentiels à la franchise. Donc ça s'est vraiment accéléré. C'est comme ça qu'après on a ouvert les 15. Et que bon voilà, beaucoup ont fermé. Bon après de toute façon ça voilà, c'est la vie de l'entrepreneur, c'est la vie d'un réseau de franchises qui se développe. Mm. Il faut savoir que de toute façon quand tu développes, les premiers généralement ils tiennent pas le coup. T'as pas l'expérience. Il faut être honnête, tu vois. Moi aujourd'hui ça fait 3 ans qu'on a lancé la franchise. On reste une jeune franchise. Et par contre, on a pratiqué 4 salons de la franchise à Paris. On a fait tous les rendez-vous de réseautage. On a rencontré des partenaires, des fournisseurs, les franchiseurs d'autres enseignes, on les a rencontrés aussi. Tu sais, c'est un milieu très fermé au Bien final. sûr. Tu vois, tout le monde se connaît. Et donc, voilà, ce qui arrive, c'est, c'est- ça fait partie du jeu. C'est ça. Voilà. Maintenant, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, voilà, on veut garder une dynamique de développement. On veut garder une belle image du réseau. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que nous, on a fait? Alors, à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce que nous, on a fait pour inverser la courbe, inverser la tendance? Et en fait, si tu veux, on a mis plusieurs mois à comprendre le système parce que il faut du temps. De toute Bien façon, sûr. t'as pas le choix. C'est pas que tu claques des doigts, ça arrive. Voilà. Nous, on a repensé, on va dire, sur le modèle économique, sur le CAPEX. Donc vraiment l'investissement du projet. On a repensé différemment parce que c'est vrai que à l'époque, moi je m'en rappelle, hein, voilà, Justine me disait, et moi après, encore pire qu'elle, tu vois, me disait, ouais, les concurrents, tu vois, ils sont
c'est pas top. Tu vois, ce qu'ils proposent, la qualité des produits, des machines, c'est pas terrible. Et du coup, on s'est enflammé à mettre des machines à café à 17 000 euros, Ouais. à mettre des meubles en coriandre, limite en marbre, voilà, alors qu'on faisait des crêpes et des glaces, tu vois. Ouais. Et donc, on a lancé la franchise quand même, il faut le dire, avec un budget d'investissement qui était aux environs des 280 000 euros Mm. pour des crêpes et des glaces, tu vois. Alors que même des fois, tu as des mecs qui font des restaurants pour moins que ça. Ça. Et en fait, c'est aussi pour ça que certains voilà, ont fermé, ça a craché. C'est parce que si tu veux, les charges fixes, elles étaient trop importantes. Mm. Alors parfois, il manquait du flux. Mais aujourd'hui, nous, on fait des glaces, on fait des crêpes. C'est pas des paniers moyens parce qu'on vend pas d'alcool et t'as pas des paniers à 50 euros par ticket. Mm. Voilà, on fait des crêpes à 4,50 €. Donc si tu veux, voilà, il faut en faire. Mm. Et donc, on a dit, OK, on va tout repenser, on va tout retravailler. Et donc, on est passé de 280 000 euros, ancienne version Yaoz, à aujourd'hui, on est capable de te faire le même Yaoz pour 130 000 euros. Ah, c'est Tu vas dire, on vend pas des tapis, mais, mais c'est en quand fait, même c'est une aujourd'hui, sacrée différence. c'est la force du Yaoz 2.0. Mm. Et c'est comme ça qu'on est en train de relancer de manière astronomique le développement. C'est qu'on a fait un temps d'arrêt. Voilà, donc en fait, on est lucide. Hein. Voilà. On s'est dit, OK, on bloque, on réfléchit, on repense, on retravaille, on relance. Et comme ça, si tu veux, on est en train de revenir vraiment très très fort parce que déjà d'une, on touche beaucoup plus de candidats. Voilà. Et aujourd'hui, même si c'est des candidats qui sont novices, Mm. nous, on forme de A à Z. Et après, effectivement, les banques, aujourd'hui, elles sont frileuses. Pour nous accompagner sur des petits bouts de financement de 50, 60, 80 000 euros, elles nous accompagnent. On a mis en place différents partenaires bancaires. Elles sont là pour nous. On obtient les financements. Et c'est comme ça qu'on est en train de redevenir. On revient plus fort. Ok. Parce que je reviens sur la partie investissement. Déjà, le Yaoz initial t'a coûté plus de 500 000. Comment tu fais pour aller justement faire ce prêt à la banque, cet emprunt? Est-ce que tu as mis aussi de ta poche initialement? Oui, non, combien, si on peut en parler. Ah, y a pas de Et puis problème. surtout, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu réfléchis à ce moment-là avec ta femme, du coup, et vous vous dites, OK, en fait, on va risquer tant. euh, Comment tu fais tes calculs? Moi, en tout cas, en tant qu'investisseur, tu vois, quand je vais investir, je vais calculer mon risque, je vais calculer combien je mets, ma rentabilité possible, etc. Vous, comment vous avez fait finalement? Alors, c'est il faut savoir que quand on lance, bon, déjà, on est jeune, Mm. on n'a pas, tu vois, on n'a pas la même structure, tu vois, mentale, psychique. Bien sûr. On raisonne pas de la même manière que ce qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois. Mm. Donc, il y a des choses qui sont passées à la trappe. Mais pour réussir, moi, je considère qu'il faut aussi un peu le facteur chance. Ouais. Donc, voilà, à retenir. Mais en fait, si tu veux, bon, voilà, j'en ai pas parlé parce que, bon, maintenant tu me poses la question, mais euh, Yaoz, c'est 5 associés. Ok. Il y a 3 associés dormants, Ok. voilà, qui sont là en conseil. Mm. Et au pilotage, il y a Justine et moi. Ok. Ces associés sont ni plus ni moins que mon beau-frère, Ok. fondateur de seloger.com, Ok. ma belle-sœur, la sœur de Justine, qui historiquement gérait un gros cabinet de gestion de patrimoine et qui aujourd'hui est la fondatrice de la marque de cosmétiques Nuance. Ok. Et le troisième associé normand, c'est le fondateur de vousfinancer.com, Ok. qui a revendu à Su 2000, je crois, de tête 170 agences. Ok. Non, c'est vraiment 3 gros entrepreneurs aguerris. Bien entouré. Et si tu veux, bah, grâce à eux, voilà, hein, en fait, ils nous ont un petit peu mis un petit peu dans le sillage en nous disant, OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà notre point de vue, nous on fait comme ça, voilà la target. Et si on en est là aujourd'hui, effectivement, c'est grâce à nous parce qu'on n'a rien lâché, mais c'est aussi grâce à eux. Bien sûr. Parce que quand il a fallu remettre au pot, comme on dit, Mm. dans le jargon, ils ont toujours été là. Et que même quand ça puait, ils ont toujours cru en nous. Trop bien. Voilà.
Voilà, important ça. pour répondre à ta question. Ouais, et puis après, bah voilà, après nous, voilà, on a une éducation méditerranéenne, voilà, avec des vraies valeurs, j'espère, en tout cas, on est très croyants. Et si tu veux, nous, la moindre des choses, c'est de pas lâcher la barre et de continuer à naviguer par grosses tempêtes, parce que même si c'est ouais, quelque part, voilà, des membres de notre famille, en fait, il y a un moment, il faut juste se dire que, en fait, il y avait rien, il se passait rien, il y a personne qui a cru en nous, Mmh. sauf eux, Mmh. tu vois. Et c'est ça le vrai point. C'est que aujourd'hui, on s'est fait par nous, mais ils nous ont aidés, tu vois, au Bien sûr. départ, à mettre un peu de capital, parce que si tu veux, quand tu as 25 ans, que tu pas d'expérience, entre guillemets, et que tu vas chercher un bien pour faire des crêpes et des glaces et que ça coûte plus de 500 000, bon, Déjà, à ce moment-là, quand tu exposes ça justement à ces personnes, euh, je, ils disent pas t'es un fou, vous êtes des fous. Enfin, bah, en fait, il faut savoir que eux, ils sont vraiment à l'extrême de l'entrepreneuriat. ok, Donc, c'est-à-dire que c'est all in. eux, c'est C'est- all-in. D'ailleurs, Jérôme, si tu écoutes, parce que Jérôme, c'est un gros joueur de poker à Las Vegas. Ok, Voilà. Mais en fait, ils sont conscients, je pense aussi, parce qu'ils aussi, voilà, c'est des multi-investisseurs maintenant, bien sûr. dans différentes boîtes, startups notamment aussi. En fait, c'est ce que je te disais, l'état d'esprit, tu vois. Peut-être ça sera le maître mot qu'on va retenir de ce Bien sûr. podcast, mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, euh, joue gros pour gagner gros, Bien sûr. tu vois. Mm. Voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, même si voilà, on a craché certains points de vente, là on est vraiment en train de relancer très fort. Euh, on a déjà valorisé le groupe, si Mm. tu veux. Mm. Parce que quand on a lancé la franchise, on est tout de suite monté à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Après, c'était 2. Là, sur la troisième année, on est quasi à 3 millions de chiffre d'affaires, un petit peu en dessous. Et les prévisions de croissance sur 24 mois, en fait, elles sont astronomiques. Parce que, bon, alors, pourquoi aussi? Parce qu'en fait, on est en train de vendre des pays maintenant. Mm. Donc là, on est globalement en train de vendre l'Espagne avec 20 unités en cours d'ouverture sur l'Espagne. Nous, notre développement en France continue aussi avec 5 nouvelles ouvertures, ce qui va nous faire remonter, parce qu'actuellement on est 8, enfin 7-8, et en fait on va repasser la barre des 10, et donc on va remonter. Et puis après, voilà, d'autres développements à l'inter, notamment Dubaï pour 2026, Incroyable. on croise les doigts, et puis surtout l'Afrique. Mm. Voilà, on n'en parle pas beaucoup. Moi, voilà, je connais plutôt bien l'Afrique pour voilà, voir sillonner, Sillonner. sillonner un peu en Afrique. Mais euh, moi, je pense que l'Afrique est en train de se développer à une vitesse Mm. que nous, les Européens et en Occident, On se rend pas on compte. ne se rend pas compte. Mm. L'Afrique, c'est en train de pumper. Et je pense que voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités à réaliser là-bas. Et donc, nous-mêmes, à titre pro, sur la partie Yaoz, on a beaucoup de demandes. Et quand je te dis l'Afrique, c'est vraiment vaste, tu vois, c'est Mm. très généraliste. Mm. Parce que oui, on a beaucoup de demandes pour le Maroc, Alger notamment, mais on a aussi beaucoup de demandes pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs, moi j'affectionne tout particulièrement la Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment un pays qui est en train de péter un truc de malade. Euh, donc voilà, on travaille aussi beaucoup là-dessus avec quelqu'un qui nous accompagne, qui était ex-directeur d'une ancienne, que je ne citerai pas, de pizza qui a plus de 70 points de vente et qui est en train voilà, de mettre en place beaucoup de choses pour nous accompagner sur l'international et qui visiblement sera notre ambassadeur à Trop bien. l'international. Incroyable. On souhaite en tout cas, j'ai hâte de voir l'évolution Ouais, de tout ça et je pense que ça peut que bien fonctionner. De toute façon, quand tu es bien entouré, j'imagine, ouais, structuré, cadré, que tu as la tête sur les épaules, tu as un business plan qui fonctionne, ouais, tu peux que bien c'est ça. réussir. En fait, là, vraiment, aujourd'hui, je pense que la réussite, elle va aussi passer par, OK, l'équipe, elle est en place. Ouais. Le modèle, on l'a retravaillé, on a réduit les coûts d'investissement, on a été à l'essentiel. Mm. Aujourd'hui, nos marges, elles sont retravaillées. Et dès qu'on commence à faire du volume, c'est parti. Ok. Aujourd'hui, nous, le modèle économique Yaoz, quand tu fais pas trop d'erreurs, on est dans la zone des 80% de marge. Ok. Voilà, C'est donc énorme. on est dans le haut du panier. Parce qu'encore une fois, crêpes, glace, bubble tea, on est vraiment sur un produit à très forte marge.
Voilà, Mm. aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on voulait au départ, hein. C'était vraiment combiner ces 3 produits euh, sur une belle enseigne. Aujourd'hui, bon, voilà, c'est ce qu'on on est en train de continuer à mettre en place, toujours. Voilà. Tu sais, moi, tous les matins, parce qu'après, c'est aussi un peu l'âme du compétiteur, mais en fait, il n'y a pas d'acquis. Tu vois, l'entrepreneur, je le répète, mais c'est à la fois, je pense, l'état d'esprit, mais c'est aussi le compétiteur. Parce que, en fait, tu peux pas te lever, te dire, ouais, je suis entrepreneur, je crée des boîtes, et puis en fait, on chill et on voit ce qui se passe. Tu vois, Ça serait trop drôle. l'entrepreneur, lui, si vraiment il veut monter, c'est en fait, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il crée, qu'il structure, qu'il valorise et qu'il vende. Mm. C'est ça, Mm. tout simplement. Tout simplement. C'est facile à dire, mais Ça a l'air facile. ça a À le l'air. vivre, c'est différent. À le vivre, c'est différent. Parce que, ouais, bah ça, après, ça fait partie. Ça fait. Alors, moi, ce que je voulais te dire, c'est que malgré tous les coups durs qu'il y a, tous les matins, tu as vu, je suis un compétiteur, tous les matins, je me lève et il n'y a pas d'acquis. Ouais. Je me dis pas, ouais, hier c'était bien, on a fait un chiffre sympa, aujourd'hui, c'est. Non, tous les matins, je me réveille. Je... Pardon pour l'expression, mais c'est la guerre. Ouais. On n'est pas là pour jouer. Mm. On est là pour faire du chiffre et il n'y a pas d'acquis. C'est-à-dire que tous les matins, je redémarre à zéro, en fait. Mm, mm, mm. C'est pas, C'est le cas. c'est pas, je me dis, ouais, non, non, c'est tous les matins, on redémarre à zéro, on entame la journée comme si rien n'existait, en fait. Mm. Et on construit tout. Incroyable, Et comme ça, on arrive, enfin, en tout cas, on essaye de faire des choses. bien sûr. Voilà. Comment tu prends des décisions financières dans ta boîte aujourd'hui? Parce que des ouvertures de nouveaux magasins, des achats de nouvelles machines, tu as quand même une trésor à gérer, tu as aussi des gens que tu payes, etc. C'est quelque chose dont on n'en parle pas beaucoup. Et comment tu fais pour gérer tout ça? En fait, tu as une gestion financière qui est faite par quelqu'un, par toi-même, ta femme, et puis surtout les décisions, elles se prennent comment? Parce que c'est très important, mais aujourd'hui, Ouais. voilà, tu as des envies des fois de faire quelque chose, mais comment tu te retiens ou pas de les faire? Aujourd'hui, les décisions, elles se prennent à deux. Mm. Elles se prennent avec ma femme, parce qu'on est une boîte familiale. Quand il y a les grosses décisions, forcément, on fait un rendez-vous à 5. Là, on demande conseil. Mais les décisions financières du quotidien, on les prend à deux. Euh, Parfois, même, c'est ma femme qui les prend, tu Mhm. vois. Parce qu'elle gère vraiment, c'est sa partie. Je crois que si aujourd'hui, Yaos, ça fonctionne quand même globalement bien, c'est que au pilotage, on a chacun nos tâches, tu Ouais. vois. Elle a ses tâches financières, entre guillemets administratives, fournisseurs. Euh, Moi, plus opérateur, tu vois, opérationnel, à la formation, au développement de Lyon, toujours et encore. Mais voilà, parfois, c'est ma femme qui prend les décisions parce que c'est comme ça, il faut, let's go, on y va, tu vois. Ok. Après, pour le moment, on n'a pas trop eu de grosses décisions stratégiques, tu vois, à prendre parce qu'en fait, si tu considères que, en fait, enfin, on est au début, si tu veux. Mhm. On est au début de faire quelque chose de grand, tu vois. On n'est pas comme une boîte qui a déjà 20 ans d'existence. Nous, ça fait 3 ans qu'on a lancé la franchise. On a pumpé direct. Les gens ne nous attendaient pas à ce niveau-là au final, malgré tout. Donc pour le moment, voilà, si tu veux, les décisions du quotidien, on sait. On fait une gestion de père de famille, si tu veux. On est une boîte familiale. Ok. Au siège, on n'est pas beaucoup. Euh, c'est aussi une stratégie. Ok. Voilà. Euh, Moi, j'aime beaucoup automatiser. Tu vas dire, hein, c'est paradoxal parce que on est dans la restauration, c'est un métier humain, on bosse avec des gens. Mais D'un autre côté, on veut pas trop d'humain non plus. trop d'humains. Voilà, moi, tout ce que je peux automatiser, on le fait, ça évite les problèmes. Mm. Voilà, moi, c'est mon avis. Euh, Après, on bosse aussi beaucoup en famille. Je sais que voilà, il y a la maman de Justine, donc ma belle-mère, qui a aussi rejoint l'aventure, qui nous aide beaucoup Incroyable. sur la partie administrative. Et je la remercie, hein, forcément. Et puis voilà, on n'est pas beaucoup. Après, c'est vrai que euh, parfois aussi, on préfère être moins, payer parfois peut-être un peu mieux, mais que l'équipe soit top. Ok. Et
c'est notre vision, tu vois. Ok. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, bah, typiquement en marketing, voilà, on a Camille qui est chez nous, hein, qui s'occupe de toute la partie visuelle, branding, environnement, qui gère aussi les réseaux sociaux, tous les partenariats influenceurs. Elle est très forte. Mm. Voilà. Et tu vois, il y a un moment, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup, Ouais. tu vois. Ouais, On a des gens forts qui sont très compétents et en fait, ça déroule, bien sûr. tu vois. Donc, Ouais, nous, on est plus dans cette vision-là, tu vois. très bien. Non, mais c'est incroyable, c'est bien en tout cas, franchement, bravo. Et surtout, une boîte familiale, c'est quelque chose qui est pas très simple, je pense aussi à gérer au quotidien, j'imagine. Moi, personnellement, j'arriverai pas à me projeter. Parce que moi, j'ai toujours dit, ça c'est après, c'est ma vision, je mélange vraiment pas business et famille. Parce que j'ai vu tellement de choses autour de moi Ouais, qui alors, concernaient ça. Et c'est souvent très compliqué. Quand ça réussit très très bien. des fois, il Et y a des petits départs de feu. c'est normal. C'est normal. Mais bon, faut Mais, savoir gérer, quoi. C'est mais compliqué. après, tu vois, c'est. Voilà, bon, c'est vrai, il faut savoir gérer. Et tu vois, quelque part aussi, c'est un peu l'éducation qu'on donne à nos enfants parce que, Bien sûr. alors, le plus grand, moi, chez moi, voilà, il sait, tu vois, déjà. Le plus petit, il capte pas encore parce qu'il est trop petit, mais mon fils, qui a 6 7 bientôt 7 ans, depuis qu'il est petit, je dirais qu'on est des gens du voyage, tu vois. Ah ouais. On l'a emmené partout. Depuis qu'il est petit, il prend l'avion, il prend le train, il en emmené de partout, en fait, sur chaque restaurant qu'on a ouvert, Il il y est est. là. Ouais, Et puis, si tu veux, Saint-Jean, c'est sa maison. c'est ça. Il sait faire des bubble tea, il fait des glaces, il Incroyable. sait faire, tu vois, déjà. Alors qu'il a 6 ans. C'est incroyable. Et parce qu'en fait, c'est aussi ça, la famille. Bien sûr. Bien sûr. C'est notre force. Non, franchement, c'est très beau, c'est dingue. J'ai vu, en tout cas, moi, je t'ai vu bosser et je vois comment tu dois faire. Ça doit être franchement incroyable. J'irai un jour manger une crêpe faite par ton fils. Je, je te dirai ce que j'en pense. Non, mais c'est vraiment dingue. Tu m'as raconté un peu en off aussi, quand tu as eu cette ascension un petit peu avec la boîte, vous avez fait de belles choses aussi. Avec Ouais. l'équipe, vous êtes partis, vous avez kiffé un petit peu. Est-ce que tu aimerais bien en parler? Et surtout aussi, c'est quoi, pourquoi tu as fait ça? C'est Ouais. pas juste pour flamber, j'imagine aussi. Je pense qu'il y a aussi quelque chose derrière. En fait, quand ça a commencé à bombarder, si tu veux, il y a un moment avec ma femme, bon, voilà, il faut aussi remercier les gens. Mm. Voilà. Nous, on adore se faire plaisir. On adore les belles choses. Enfin, j'imagine comme beaucoup de monde, mais on aime beaucoup, voilà, voyager, bien manger, sortir. Et quand on a commencé à grandir, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, les gens qui ont aussi cru en nous et qui étaient là au départ, c'est une manière pour nous, tu vois, de les remercier. Donc c'est vrai que qu'est-ce qu'on a fait de voilà alors pour nous rien de voilà mais tu vois il y a un moment quand tu es une jeune boîte c'est vrai que nous on a un moment on a pris la décision on a tout fermé on a pris toute l'équipe on est tous partis à Disney pendant plusieurs jours Incroyable. full hein et tu vois voilà on a fait différentes actions comme ça voilà parti ferme tout les gars tant pis on a mis un mot sur le truc les gars Fermeture On est, exceptionnelle. on est en team building. Et puis ouais, on est tous partis à Disney. Après, c'est vrai que voilà, bon bah, on adore aussi tous après voilà, les belles voitures, les beaux voyages. C'est vrai que voilà, on a fait plein de choses. Après, on est adepte de voilà, de Saint-Tropez, de plein de choses. Mais cela étant, comme tu as vu aussi à Lyon, en fait, on l'a pas volé, si tu veux. Oui. Voilà. C'est-à-dire que quand il faut se lever à 4 heures du matin, on est là. Quand il faut bosser 10 heures d'affilée sans pause, on est là. Mais c'est vrai que par contre, voilà, c'est ce qui fait aussi avancer la machine, c'est qu'il y a un moment, tu peux lâcher les chevaux. Mm. Voilà. Si tu vois jamais la lumière au bout du tunnel, c'est Compliqué. difficile de maintenir les gens. Bon, c'est vrai que moi, j'ai grandi aussi avec une équipe qui nous a fait confiance. Parce que c'est vrai que Lyon, on a eu des hauts, on a eu des bas. Mais en fait, il y a un moment, voilà, je me suis entouré de personnes. En fait, elles ont. Alors, je t'en parlais tout à l'heure, mais c'est des jeunes, tu vois, 22, 23 ans, qui nous ont dit, et sans se poser de questions, Ouais.
On dit, ils savaient pas où ils allaient. Ouais, On dit, ok, on est avec vous jusqu'à la muerte, tu vois. incroyable. Et Et du coup, le retour sur investissement de ce genre de choses, bah, de toute façon, est-ce que tu le vois? Parce que finalement, c'est un investissement que tu fais sur tes oui, équipes, sur toi-même, en enfin, sur fait, ton entreprise. t'es jamais sûr du retour. Bien sûr. Parce c'est de l'humain. Ouais. Donc, t'es jamais sûr. Mais tu vois, voilà, avec Justine, on avait recruté, enfin, c'est Justine qui l'avait recruté, mais on avait recruté un mec qui s'appelle Jérémy, qui à l'époque arrivait de Guyane et avait 22 ans. Et en fait, si tu veux, ce mec-là, sans rien connaître de Yaos, de nous, en fait, on lui expliquait 3 minutes le projet, qui à la base était un peu bancal, et il nous a dit, ah ouais, ouais, non mais let's go, je suis chaud. Je suis chaud, je suis de la partie. Et en fait, ce mec-là, quasiment, il a fait toutes les ouvertures avec nous. Il montait à Paris, il montait à Saint-Trope, Saint-Raphaël. Et Incroyable. après, ce mec-là, on l'a fait monter. Mm. On lui a payé des formations de manager à Paris. On l'a fait monter. On lui a donné beaucoup d'avantages. Mais parce que c'était le retour. Bien sûr. Tu vois, c'était le cercle fermé à Lyon. Parce Mm. qu'il faut savoir que Lyon, c'est le flagship, c'est la vitrine. Donc, si tu veux, en qualité de centre de formation, il faut que derrière nous aussi, on ait une équipe qui tienne la route. Bien sûr. Et moi, j'avais besoin aussi à cette époque-là, et même maintenant, tu vois, d'une vraie équipe de guerriers. Voilà, des gens sur qui on puisse compter, des bonnes personnes déjà, humainement parlant, et puis des gens qui soient compétents. Mm. Parce que nous, on n'est pas un restaurant, on n'est pas un snack. Voilà, on fait de la restauration rapide, et quand ça démarre, les rushs, ils sont très violents, Mm. et tu vois, faut que ça percute. Donc voilà, il faut vraiment des gens qui soient un petit peu aux aguets, à l'attention, à l'écoute. Donc, Sourire. bah, ouais, alors après, c'est vrai que nous, à Lyon, c'est nous, en fait. Si tu veux, l'accueil, en fait, il est primordial. Voilà, parce que je considère que c'est le principe même du commerçant, en fait. C'est important. Nous, on a un commerce de proximité, on est là pour donner du plaisir et du bonheur aux gens. T'imagines, on fait un travail où, en fait, c'est à la base une pause gourmande. Mm. Tu vois, donc pareil, même sur la force de vente, on a articulé, on a travaillé un discours commercial où quand moi, je te sors mon discours commercial, inconsciemment, tu es déjà préparé à passer un bon moment. Parce que j'utilise différents mots-clés. Mm. Plaisir, gourmandise, tu vois. C'est plein de choses qui font que inconsciemment, je vais t'amener à détendre et passer un bon moment. Ouais, tu conditionnes la personne. Exactement. Mais je suis totalement d'accord avec toi, parce que moi, je viens de la restauration aussi, et je pense qu'un des gros points qu'on voit pas en France, enfin, en tout cas que moi, j'ai réalisé, parce que j'étais formé à l'étranger, c'est le service, il est vraiment Nul. voilà. Et donc, au final, tu vas pour passer un bon moment, en fait, quand tu vas manger, c'est un moment de détente. Et si derrière la personne n'est pas agréable ou ne fait pas l'effort de sourire ou quoi que ce soit, Ah oui. ton expérience, elle est vite, vite cassée, quoi. Mais tu sais, nous, enfin, en tout cas, moi, pour la partie restauration, tout à l'heure, je te disais, voilà, on a pris certaines choses, on n'en a pas pris d'autres. Le service, on l'a ramené de l'étranger. Mm. Point barre. En France, et on crache pas dans la soupe, on n'est pas là pour ça, mais je considère qu'on a 10 trains de retard. Quand tu vas à l'étranger et que tu vois le niveau de service qu'il y a, je dis, oh les gars, il serait pas temps de se réveiller un peu là. Mm. Et si tu veux, voilà, moi, c'est cette qualité de service que j'aime aussi fournir parce que on est passionné aussi. Bien Tu vois. sûr, Bon, voilà, tu fais avec Euh, plaisir. on le fait avec plaisir. Mais tu sais, aujourd'hui, la vie, elle est dure un peu pour tout le monde. Si en plus, bon, tu regardes un peu, ben, tu te sacrifies, tu fais des choix pour emmener tes enfants manger une glace alors que c'est un peu dur. Si en plus de ça, c'est pour passer un mauvais moment, c'est pas terrible, tu vois. Donc voilà, moi, vraiment un point particulier sur l'accueil, c'est très important et c'est ce qui fait aussi la force du modèle. Bien sûr, Parce que il y a un moment, les gens reviennent, tu vois. c'est ça. Ils reviennent pour la personne aussi, Ouais, plus du produit, ça match. alors ça, c'est gentil, ça fait plaisir. Bah, c'est vrai. En tout cas, c'est comme ça que je m'attache à un endroit et je pense que c'est Ouais. inconscient pour tout le monde. C'est quand le service se passe bien, même si le produit n'est pas le plus exceptionnel,
tu as passé un bon moment. Ouais, En fait, le cadre global, c'est une note générale hein, que tu donnes, bah, tu reviens, quoi. Et tu peux avoir une très bonne bouffe, mais si derrière, tu as passé un mauvais moment, parce que la personne était désagréable, moi, personnellement, je reviens pas et je suis je suis très basé sur ça. Donc, en ça fait, joue en tout cas ouais, pour ouais. moi et je sais que pour beaucoup de personnes aussi. Mais de toute façon, tu as raison. Et par rapport à ça, moi, en fait, je schématise mes deux choses, en fait. Tu as d'un côté l'expérience Bien sûr. et de l'autre, tu as la promesse. Mm, Et quand tu viens chez moi, il faut que tu aies les deux. c'est ça. La promesse, c'est quoi? C'est que La quand tu, gourmandise va être gourmande. quand tu viens, quand tu viens, tu vas te rappeler de ce moment. Ouais. Et après, l'expérience, c'est moi qui vais te la donner. Mm, Parce que je suis à 100%. Tu vois? incroyable. J'ai envie de venir sur un point de l'investissement, Ok. parce que je sais que tu es aussi investisseur à côté. Et concrètement, quel type d'investisseur es-tu? Comment tu fonctionnes? Comment tu manages ta vie au quotidien aussi par rapport à tout ça? Euh, Dis-moi en plus. Ok. Moi, alors là, on est en pleine restructuration parce que si tu veux, nous, sur Lyon, on est en train de finir différents prêts qui vont nous libérer pour aller passer les frontières, comme Ouais. on dit. Ok. Mais si tu veux, le basique au basique, moi, sur mes invests, ce que je te disais tout à l'heure en off, j'ai d'un côté des ETF traditionnels, Mhm. voilà, avec du rendement, voilà, traditionnel. Alors, pas des pourcentages très forts, hein, Bien sûr. mais light. Je suis aussi un peu tombé dans la crypto. Ok. Ce que je te disais, alors ça me concerne que moi. Voilà, je suis bullish Solana à fond, À fond. à fond les gars. Je pense que c'est un bon point d'entrée maintenant là pour justement rentrer Je dirais la même chose. pour ceux qui souhaitent, hein, mais voilà, donc très très orienté crypto. Parce que moi j'ai démarré très tôt avec différentes plateformes à l'époque, hein, Coinbase, après j'ai suivi sur Binance, j'avais du Nash, après je fais un peu comme tout le monde, tu vois, on a fait un peu de Bitstack avec mon épouse récemment, mon épouse, tu vois, s'est mis aussi Incroyable. dedans. Euh, voilà, de manière assez simple, Ouais, tu vois, bien sûr. de manière assez simple. Après, moi, comment je vois les choses au niveau IMO aussi, c'est très important. En fait, je pense que parce que c'est ce qu'on est aussi en train de faire nous, hein, parce que je ne dis pas, voilà, faut faire ci, moi je le fais pas, mais ce qu'on est en train de faire nous, c'est qu'on a aussi maintenant l'expérience, tu vois, d'une quarantaine d'années, avec un peu de cash flow derrière nous qui nous permet aussi maintenant, voilà, mais ce que je te disais, même pour quelqu'un qui se lance avec des moyens qui sont pas stratosphériques, il faut être simple, mais dans la simplicité, il faut être efficace. Mhm. C'est-à-dire que voilà, si tu diversifies un petit peu ton portefeuille, que tu fais un peu de gestion de trésor assez simple, tu peux mettre un peu à droite, à gauche, te positionner sur des actifs avec différents rendements. Et puis après, si tu veux te tourner sur de l'immobilier, tu peux très bien partir sur si tu veux rester en France en tout cas, ou à l'étranger, mais sur quelque chose, voilà, faut targeter un endroit très touristique avec, pourquoi pas, un petit studio, tu vois, comme ça au moins la banque, elle peut, tu vois, t'accompagner. Puis après, bah, petit à petit, voilà, tu fais ton chemin. Alors après, sur la partie montage, parce que ça aussi, c'est assez intéressant, c'est comme moi je vois les choses, c'est que pour revenir à l'état d'esprit, quand tu es entrepreneur, de toute façon, ça te suit toute ta vie. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas t'empêcher d'aller renifler un coup à gauche, un coup à droite, parce que c'est ton état d'esprit Ouais. et c'est comme ça que tu vis. Et si tu veux, je pars du principe que si tu es vraiment dans ce mindset, hein, ce mood de OK, let's go, qu'est-ce qu'on fait pour grappiller 1 euro là, 2 euros là, et qu'à la fin ça nous emmène très loin, il faut dès le départ bien, bien, bien structurer l'affaire. Et Mm. je pense que, tu vois, bah, ça passe forcément par une SCI. Il faut prévoir ta holding dès le départ. Ok. Euh, Après, quand tu commences à lancer tes affaires, il faut vraiment, pour moi, dissocier Mhm. ta partie pro, ta partie perso. Ok. Parce que et pas écouter certains comptables. Ok. Ouais. Euh, Parenthèse. Ah, bah, c'est intéressant. En fait, moi, je pars du principe que si vraiment tu mets tout sur la même structure, le jour où tu as une merde, c'est fini. Mm. Toutes les années que tu as mis à construire à la sueur de ton front un patrimoine, un capital, le jour où ça merde, où ta boîte elle plante, le juge, il va tout prendre. Mm. Ok. Sur ta holding, de toute façon, lui, c'est le principe des vases communicants. Donc, en fait, il va redescendre. Bien sûr.
et il va aller chercher tes biens. Mm. Alors que si tu fais d'un côté ta holding pro avec ta SCI pro et tes différentes actions un peu IMO, pas de souci. Mais si tu en fais une en perso, Mhm. là, le juge, il pourra jamais faire un lien. C'est impossible. Bien sûr. Donc, si tu veux, ce qui est pro est pro, ce qui est perso est perso. Ok. Et quand tu veux te lancer, bah, effectivement, tu peux très bien déjà prévoir. Parce que quand tu fais de l'IMO, c'est pour aller chercher du rendement. Bien sûr. Donc, quand tu vas chercher du rendement, la holding, elle est nécessaire. Mm. Voilà. Ok. Parce qu'il y a forcément une imposition qui est beaucoup moins forte que si tu le faisais dans la nature. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses de manière traditionnelle. Après, il existe d'autres montages un peu plus complexes, Mhm. mais ça, après, il faut être accompagné. Bien sûr. Là, on parle pour si tu veux rester en France. Bien sûr. Ok. Parce que quand tu investis dans l'immobilier, c'est intéressant. Tu as parlé de SCPI, tu as parlé de De SCI, SCI, pardon, de holding. holding. Concrètement, c'est quoi vraiment la différence entre les deux et pourquoi ça va être intéressant d'ouvrir une holding finalement, fiscalement parlant ou... En fait, la holding, elle va te permettre, c'est le principe des vases communicants, ce que je te disais, c'est qu'au niveau fiscalité, en fait, elle va te permettre, par exemple, si tu fais une holding pro, Ok, moi, dans mon restaurant, en fin d'exercice comptable, on va générer du bénéfice. bien sûr. Voilà. Ce bénéfice, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ce bénéfice? Voilà. Très bonne question. Est-ce qu'on le laisse sur la boîte, donc synonyme de trésorerie, Mhm, ou est-ce qu'on l'investit? mhm. Ou est-ce qu'on se le reverse en dividende, ou est-ce qu'on se le verse en salaire? Ok. Grosse erreur. De se verser un salaire. Bien sûr. Parce que forcément, tu vas être imposé très fort, Mhm. et puis après, derrière, tu seras une nouvelle fois imposé, parce qu'il faudra que tu déclares ton impôt sur le revenu, Ouais. à titre perso. Bien sûr. Donc après, soit tu fais de la dividende, mais tu seras aussi imposé, Mhm, ou alors, ton bénéfice, tu le fais monter directement dans ta holding. mhm. Donc là, il va être stocké dans ta holding virtuellement. Et ensuite, tu vas pouvoir le faire redescendre dans ta SCI pour aller acheter de l'immobilier. Ok. Et de fait, créer d'autres revenus, principe des multiplicateurs. Et là, après, avec une nouvelle imposition. Ok. C'est ça le but. Ok. En fait, parce que aujourd'hui, si vraiment tu prends la décision de rester en France, Mm. tu peux, enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Alors, je m'excuse pour, voilà, pour ceux qui écoutent et qui sont de gauche, 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 tu vois, mais si tu veux, quand tu es entrepreneur, c'est difficile d'être de gauche. Ouais. Parce que, en fait, tu mets toutes tes. Quand tu entreprends, globalement, tu prends tous les risques, tu mets toutes tes économies. Quand ça fonctionne, c'est que tu as valorisé, tu as créé de la richesse et tu as créé des emplois. Mm. Et derrière, nous, on n'a jamais été contre de payer des impôts. Mais à ce stade-là, c'est difficile, tu Mm. vois. Mm. C'est difficile de se dire, on a pris tous les risques et au final, il nous reste si peu, Mm. tu vois. Autant aller travailler en tant qu'employé, quoi. Autant être salarié. C'est ça. Voilà. Donc nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Alors après, de toute façon, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Et puis après, ce sont juste les règles du jeu, et puis c'est des règles qui sont faisables et qui sont normales et légales. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est juste comprendre les règles et les utiliser correctement pour pouvoir t'en Exactement. sortir du mieux possible. Se servir ce qui est mis à disposition. C'est ça, exactement. Voilà. Parce Ok. qu'ici, il n'y a personne qui rend la loi. Voilà, on se lève tous les matins, on travaille. C'est juste, voilà, aujourd'hui, il faut réfléchir intelligemment et se structurer de la meilleure des manières possibles. C'est tout, hein. Je reviens sur un point qui m'intrigue, parce que tu as annoncé deux choses qui sont très intéressantes, c'est le pro et le perso, bien distinguer les deux, ça c'est très important. Mais à un moment donné, tu vois, tu dois quand même te verser quelque chose, des sous, sur ton perso, pour construire ton perso, Pour vivre, pour vivre, et mais même pour construire un capital perso et un empire perso, entre guillemets. Mais ça, du coup, c'est les dividendes qui je permettent pense. de faire ça. Ouais, alors après, chacun a sa stratégie. Ok, il y a plusieurs... ouais. Et voilà, le principe de la dividende, c'est quand même bien. Ok, Voilà. Si aujourd'hui, je sais pas, par exemple, ta boîte voilà, fait, je sais pas, 150 000 de résultats mhm, à l'année, euh, hors rémunération du dirigeant. Voilà. ok, Parce que ça va aussi dépendre de ton statut. ok, Si c'est EIRL, SARL, SAS, ok.
Il y a différentes. Voilà. C'est pour ça Ok. qu'après, il faut être bien accompagné. Mhm. Donc voilà, sélectionnez bien votre comptable, c'est très important, Ouais. la communauté. Mais il n'y a pas de schéma un peu, entre guillemets, parfait qui correspond à certains types de structures? Parce que, Non, en parce que vrai, quand tu réfléchis, tout le monde a envie d'aller vers le meilleur, mais après, le meilleur est peut-être différent pour chacun aussi. C'est exactement, ça? Kevin. En fait, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, tu vas établir ta société et surtout ton statut, Mhm. donc SAS, SARL, en fonction de ta situation personnelle. Ouais. Est-ce que tu es marié? Mhm. Est-ce que tu es divorcé? Mhm. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as un contrat de mariage? Mhm. Ça, c'est très important. Ok. Et ça, globalement, quand tu montes ta boîte, il faut au démarrage, les deux personnes qui sont importantes, c'est l'avocat et le comptable. Mhm. Et c'est pour ça que voilà, je dis un peu à ceux qui nous écoutent, à la communauté, sélectionnez bien votre comptable Mhm. et votre avocat parce que souvent, ils, ils prennent beaucoup, beaucoup d'argent Ouais. pour parfois Pas les meilleures décisions. faire des merdes. Ouais. On sent l'expérience. Mais comment on fait pour sélectionner une. Il faut bien merder, il faut bien le vivre, quoi, en fait, non? Ouais, mais généralement, ces gens-là, c'est leur métier. Oui, bah oui, c'est vrai. Donc toi, quand t'es novice, si tu veux, voilà, tu veux faire une belle soirée à la maison, tu prends chef cuistot, il est chef, il est chef. C'est T'es ça. pas, Tu tu vas vois, pas venir lui apprendre son métier, quoi. tu te dis pas, ça va être un fiasco. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. C'est vrai, parti comme ça, j'avoue, c'est différent. Et revenir sur les investissements, donc tu es sur l'immobilier, la crypto, les ETF, De manière ça reste simple, assez simple et voilà, comme classique. quelqu'un de lambda, je dirais, hein, Voilà, c'est ça. Bah après, qui vit en 2025. voilà, après plus que la moyenne quand même, parce que beaucoup de personnes n'osent pas aussi se lancer. Toi aujourd'hui, pourquoi tu t'es lancé dans l'investissement? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, il faut que j'investisse en fait? Parce que finalement, tu pourrais ne pas le faire, plein de gens ne le font pas. Pourquoi tu as franchi le cap? C'est quoi ta vision par rapport à En ça? fait, il y a deux choses. C'est des faits marquants. Le premier, c'est du très, très, très perso. Ok. En fait, si tu veux, mes grands-parents, ils sont arrivés d'Algérie en 62, donc lors de l'indépendance. Ils ont dû reconstruire entre guillemets, leur vie comme beaucoup de pieds noirs à l'époque. Mm. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, nos grands-parents, souvent, les dames ne travaillaient pas. Mm. Seuls les maris travaillaient. Et donc, moi, mon grand-père, il a toujours caché un petit peu, cette époque-là, voilà, l'aspect financier à ma grand-mère, en lui disant que tout allait bien alors que tout allait mal. Mm. Et le fait marquant par rapport à ça, c'est que, en fait, mon grand-père décède, ma grand-mère avec zéro connaissance, hein, zéro connaissance sur les comptes, sur la vie en général, parce qu'elle a toujours été, tu vois, dans une espèce de bulle, Mm. euh, à tort ou à raison, Bien sûr. par mon grand-père. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là, en fait, il n'y a pas d'argent. Mm. Et donc, on se rend compte que, enfin, c'est toujours difficile à dire, mais en fait, il n'y a pas d'argent pour enterrer mon grand-père. Mm. Et donc là, en fait, il faut prendre des décisions. Moi, à cette époque-là, j'ai 24 ans, tu vois. Ah oui, quand même. Donc en fait, je me dis, ouais, c'est tendu, on fait comment là? Mm. Parce que les fils n'ont pas forcément tous, donc mes oncles et ma mère n'ont pas des situations voilà, qui permettent aussi d'avancer des frais à hauteur d'un enterrement digne de ce nom. Donc tu vois, ça c'est le premier fait marquant. En fait, je me dis à ce moment-là, tu, tu peux pas en fait rester les bras croisés. Mm. En fait, c'est hors de question de te retrouver dans cette situation. Et si tu veux, moi, mes grands-parents, enfin, si tu veux, c'est l'ancienne génération, tu vois. Enfin, ils sont arrivés dans un nouveau pays. euh, Mon grand-père a bossé tout ce qu'il pouvait. Enfin, il manque de connaissances. Enfin, difficile, tu vois. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a à notre disposition, c'est impossible que tu te dises, en fait, viens, on reste comme ça, on attend et on verra ce qui se passe. Mm. Donc ça, c'est le premier fait marquant, en fait. Je me dis, mais c'est mort, en fait. Je peux Mm. pas, tu vois, je peux pas rester comme ça. Et après, il y a un deuxième fait marquant parce que toujours, tu vois, aller chercher un peu en quête d'informations, très curieux. En fait, je me rends compte que euh, les personnes qui partent en retraite de manière traditionnelle, tu vois, le salarié de base, en fait, je me rends compte que
fait, ils ont pas beaucoup d'argent, tu vois. Mmh. Et que, à 62 ou peu importe, 64 ou 60 ans, en fait, ces personnes-là, elles partent en retraite. Et moi, j'ai conscience de ça, en fait. Certains sont obligés de retravailler, certains n'ont pas assez de sous, n'ont pas anticipé. Donc ça, c'est vraiment un fait marquant, mais plus généraliste. Je me dis, mais en fait, c'est déjà moi, c'est pas la vie que je veux. Et puis après, c'est pas la vie que j'ai envie pour ma famille, tu vois. Mmh. Parce que, en fait, ce que moi, j'ai pas eu, en fait, il faut pas que mes enfants revivent, tu vois, le même truc. Et c'est vraiment un deuxième fait qui me dit, lève-toi tous les matins, arrache le bitume et te pose pas de questions, en fait. Parce que, parce qu'en fait, c'est pas la vie qu'on veut, tu vois. C'est ça. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vois aussi, un peu l'esprit compétition, aller chercher du top toujours, euh, voilà, sont arrivés petit à petit. Et en fait, c'est un rythme de vie après, en Mmh. fait. Tu te lèves le matin pour gagner. Tu en mode conquérant, quoi. Ouais, parce C'est que que, souvent, tu pas le choix, tu t'es conditionné pour et tu pas envie de revivre quelque chose, une situation que tu as déjà parce que vécue, quoi. la vie, de toute façon, aujourd'hui, elle est ultra difficile. Mmh. Et si t'es pas un guerrier, déjà, alors physiquement, dépend du taf que tu fais, mais si t'es pas préparé mentalement, ça marche pas. Et comment l'investissement te vient comme une évidence, justement, à ce moment-là, peut-être? Ben ouais, grâce à ça, en fait. Ouais. Parce que, enfin, grâce à ça, je me suis dit, mais si, en fait, je fais rien, je mets rien en place, à 60 ans, j'ai quoi? Mmh. Mmh. Tu vois, en cas de coup dur, on fait comment? Ouais. C'est mes enfants qui vont payer pour moi. Non, c'est impossible. Et c'est comme ça que petit à petit, de manière simple en plus, tu vois, à l'époque, c'était les débuts de YouTube, tu vois. Mmh mh. Voilà, je me connectais, je suivais deux, trois tutos, mais tu sais, dans le plus basique du monde, hein. Mmh mh. Voilà, je suivais des tutos tous les soirs. Et puis après, je me suis dit, ok, on va essayer comme ça, on va essayer comme ça. Et puis là, je mets de côté tous les mois. Il y a des fois, effectivement, je mettais plus de côté, des fois, j'en mettais un peu moins. Mais dès le départ, de toute façon, j'avais compris qu'il fallait épargner. OK. Enfin, épargner dans le bon sens. Mmh mh. Faire un placement par-ci, un placement par-là. Mmh. Parce que de toute façon, je voulais pas me retrouver dans la même situation 40 ans plus tard. Et c'est interdit. Bien sûr. C'est interdit. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, il faut investir là, faut mettre ça en place. Au début, faut aller chercher de l'information. T'as Mmh. pas le choix. Mmh. C'est pas mon métier, je suis pas formé. Et si tu veux pas faire des grosses bêtises, au démarrage, il faut engager des petites sommes, tu vois ce qui se passe. Et c'est comme ça que ça a lancé. Incroyable. Et tu avais une gestion, quand tu étais dans le travail aussi, tu recevais un salaire. Est-ce que tu t'étais, fait une gestion un peu personnelle où tu divisais, par exemple, quand je Exact. reçois mon salaire, je vais mettre ça de côté, et cetera, à Ouais, quel pourcentage? exact. Ou tu traçais tes investissements ou même tes dépenses? Comment tu fonctionnais? Et tu vois, je vais te donner un exemple qui concerne la crypto, OK. pour que ça parle un peu, voilà, un peu à la communauté. Moi, à cette époque-là, quand je recevais, entre guillemets, mon salaire un petit peu de l'étranger, quand j'étais en Afrique, et que je m'étais dit, OK, je mets 20% d'épargne quoi qu'il arrive. OK. Sur les 20%, j'avais toujours 8% en shitcoin. Oh. Gros risque, Gros mais risque gros gain. mais gros gain ou grosse perte. J'avais à peu près 8%. OK. Et après, j'avais toujours 12% en safe. OK. Voilà. Et OK. c'est comme ça. Et c'est parti Toujours, comme tu ça. vois, dans le truc de l'entrepreneur, tu vois. Ouais. Ok, de toute façon, les gars, si on le fait pas, on sait pas. C'est vrai, Donc, il faut jamais jouer ce que t'es pas prêt à perdre. Ça, c'est une certitude. bien sûr. Mais par contre, il y a quelque chose qui est, à l'époque, m'avait donné raison. C'était une crypto qui était sortie de nulle part. C'était le Shiba Inu, qui était à 9,0, je crois, à l'époque. Et que j'ai revendu à, je sais pas moi, à 4,0. Ouais, une très, très belle, somme récoltée grâce à ça. Ouais, donc après, voilà, tu vois, cet exemple, c'est un peu la métaphore, mais c'est parlant. Mmh mh. Voilà. Tu vois, Risqué, quoi. Enfin, risqué. Moi, j'aime jouer risqué. Ouais. Voilà, parce que je sais que si ça passe, par contre, let's go. Mmh. Mais voilà, le ratio, c'est à peu près ça. 12% safe, Ouais, 8% où, bon, tu prends des risques. Bon, ok, ça fait partie du jeu, quoi. bien sûr. Incroyable. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps, ta gestion, a changé? Ta façon de voir un peu les choses a un peu changé? Ouais, il reste Elle toujours s'est des petites équilibrée? pulsions. Ouais, il y a des petites questions, hein.
Mais globalement, tu t'es quand même calmé un petit peu. Ouais, je me suis calmé. Et Après, pourquoi, justement? C'est quoi qui bah, vient? parce qu'on a une famille, Ouais, parce qu'on a des enfants et qu'aujourd'hui, les priorités, c'est plus les mêmes. bien sûr. Parce que, tu vois, le, le raisonnement, euh, le mental, tu vois, Mm, aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 5 ans, et il y a 10 ans, et il y a 15 ans. bien sûr. Et puis chaque année, tu vois, moi j'évolue aussi et je continue parce que c'est super important. Mais c'est parce que aussi, en fait, tu as les enfants et que derrière, il faut préparer leur avenir. C'est ça. J'allais venir justement. Aujourd'hui, si quelqu'un t'écoute qui a entre 29 et 45 ans, disons, qui est déjà dans la vie active, qui est soit marié, soit qui a un enfant, soit qui est en train, euh, il s'est jamais lancé, ou alors il fait les choses, mais avec peur, Prudence. prudence, peut-être un petit peu même trop, qui réfléchit trop, comme beaucoup de personnes, tu sais. Moi, c'est un truc que c'est une phrase que j'ai entendue, c'est la réflexion empêche l'action. Je pense que tu me rejoins sur ça. Toi, tu dois être un peu dans l'action, réflexion après, peut-être. Enfin, en tout cas, il faut toujours réfléchir, mais trop réfléchir, ça peut être pénalisant. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, finalement, qui t'écoute aujourd'hui et qui se dit, eh ben, voilà, moi, j'ai peut-être 40 ans, j'ose pas me lancer dans la crypto ou peu importe, hein, n'importe quel domaine. En fait, ça dépend dans quoi ils voudraient se lancer. Après, moi, tu sais, vraiment, j'aimerais dire aussi plein de choses. Tu Mm, vois. Euh, Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est moi ce que je ressens, tu vois. bien sûr. C'est quoi que tu fasses, déjà, je pense qu'il faut avoir la foi. Alors après, attention, la foi, on peut la trouver dans plein de choses. Voilà. Moi, bah, de toute façon, voilà, je suis très croyant, donc j'ai besoin d'avoir la foi. Après, je pense aussi qu'il faut bien s'entourer. Euh, Moi, mon entourage, c'est ma femme, mes enfants. J'ai besoin de personne d'autre. Mm, Parce que avec le temps, bah, de toute façon, tu vas à l'essentiel. bien sûr. Donc voilà, je dirais bien s'entourer, euh, prendre de l'information. Aujourd'hui, tu as accès à tout. Mm, Donc tu peux bien sûr tout toucher aujourd'hui. Avec Internet, tu as une possibilité qui est infinie. Donc voilà, bien s'entourer, aller chercher de l'information, et après en fonction, euh, peut-être t'associer. Ça peut aussi, tu vois, être un élément qui te permet de déclencher. mm, Parce que, tu sais, moi j'ai plein de potes, en fait, ils ont jamais osé faire les trucs. mm. Ils ont jamais osé se lancer. Alors que si peut-être, tu vois, ils avaient vu quelqu'un avec eux, un associé, disant, bah voilà, viens, on fait 50-50, ça marche pas. Mais 49-51, tu vois. Tu vois, peut-être que ça peut aussi être un élément. Après, tout dépend dans quoi tu veux te lancer. Si aujourd'hui tu veux te lancer un peu pour faire de l'IMO, pour faire de l'invest, sur du rendement, un peu du passif ou de l'actif, peu importe, Mhm. ça tu peux le faire tout seul. Tu peux le faire de manière autonome à 100% avec des petites sommes. Mhm. Après, si tu veux te lancer sur du projet, en 2025, moi je pense il faut dans un premier temps, à moins que tu sois passionné, tu vois. Je pense que la restauration, c'est quand même un peu dur. Il n'y a pas de place pour les rêveurs. Mm. Hein. Donc je pense que, tu vois, il faudra aller chercher un business qui se digitalise, qui s'automatise, Mhm. euh, parce qu'encore une fois, la gestion d'humain, c'est très dur, qui parfois c'est imprévisible. Bien sûr. C'est voilà. Donc voilà, moi je dirais à un mec ou une nana qui veut se lancer, essaye d'aller chercher un type de business avec un rendement qui est cool. Ouais. Voilà. Avec une marge qui est bien. On peut aujourd'hui y a accès à plein de choses. Après, bien sûr, si demain tu as quelqu'un de passionné, il va pas nous attendre pour se lancer. Non. Il va chercher, tu vois. Il va chercher, il va trouver. Tu sais, nous, dans les équipes, pour revenir un peu, on le voit ça. Ouais. T'as les gens qui viennent des fois bosser chez nous pour faire des saisons. Tu le sais, c'est un peu alimentaire. Ils Ouais. viennent, ils leur font un salaire pour, tu vois, continuer et faire leur vie. Et puis t'en as d'autres, tu le vois, c'est des vrais passionnés. Mm. Ils ont la fibre, ils savent. Ça capte. Et tu vois tout de suite que ça leur plaît, en fait. Bien sûr. Et donc, quelqu'un qui performe parce que tu sais qu'il a la fibre, généralement, il reste pas longtemps chez toi. Mm. Parce qu'après, il va monter, tu vois, let's go, quoi. C'est ça. Donc,
Voilà. Tu parles un peu d'investissement aussi autour de toi, tes employés. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de cultiver chez eux ou pas tellement? Ouais, bah tu vois, je parlais de Jérémy qui a grandi avec nous dans l'aventure, qui aujourd'hui revient un petit peu, retravaille aussi un peu avec nous. Il est hyper à l'écoute. Ok. Donc, mais c'est un bon. Ouais. C'est un très bon. C'est un guerrier. Et lui, il va jusqu'au bout avec nous, lui. Incroyable. Et donc, il écoute tes conseils quand tu recommandes Ah, quelque j'espère, chose. faudra lui demander. Après, j'ai pas que des. Voilà, aussi, je peux faire des sorties de route, ça arrive. Tu sais, il y a que ceux qui font rien qui n'ont rien. Ouais. Voilà. Donc, moi, je fais. Parfois, je fais mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On recommence. On recommence, on refait. En fait, moi, la seule chose qu'on ne pourra pas m'enlever, c'est de faire et d'essayer de bien faire. Voilà. Et après, si ça merde, les gars, on se remet, on se reconcentre, on se remobilise, on revient aux fondamentaux Mm. et on repart. Mhm. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui commente. Enfin, bon, voilà, on parle, on discute, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis dans l'action. Il faut y aller, les gars. Toujours. Ouais, parce C'est le que mot d'ordre, ça. non, mais Action. parce que tu sais, les mecs qui commentent, ils font que ça toute leur vie. Tu vois, moi, je te dis, bon, voilà, moi, j'ai grandi après à Grenoble, bon, voilà, dans un quartier, pas de souci, mais et j'ai des très bons potes, tu vois, toujours. Il y a des mecs que j'ai connus, ils sont en bas, à la cage d'escalier. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, les mecs. Et ils passent leur journée à commenter. C'est dingue, hein. Les gars, Faut se réveiller, quoi. ouais, alors là, pour eux, je crois que c'est fini, c'est Ah, trop tard, mais, mais tu vois, mais c'est pareil, tu sais, j'ai des potes, mais c'est leur vie, ça leur mm, convient. mm. Moi, tu vois, je suis parti de la maison, j'avais 18 ans. Je suis parti à l'étranger, j'avais 19. Et j'avais 200 euros de côté. Énorme. Et encore, je te dis, les 200 euros, c'était chaud. Ouais. Et bon, ça a merdé, je suis revenu. ça a, pas- C'est ça a pas grave. merdé. Mais voilà, j'avais compris aussi pourquoi ça avait merdé. Et puis après, bah, je suis reparti. C'est ça. Mais de toute façon, t'as pas le choix. Quand t'as soif de réussir, t'as pas le choix. Tu donnes à fond. Dernière chose, pour clôturer le podcast. euh, Aujourd'hui, quelle a été la décision la plus smart que tu as pu faire dans tout ton parcours et qui a radicalement tout changé? Bon, il y en a quand même quelques-unes, hein. Bien sûr. Euh, Parce que si tu veux, bon, moi, euh, voilà, laisser tomber tous mes contrats que j'avais aussi en Afrique pour m'investir à Yaoz à 100%, parce qu'au départ, j'étais pas à 100%, c'est une décision qui est très risquée quand t'as des rentrées d'argent très confortables tous les mois, mais qui est noble. Elle est noble pourquoi? Parce qu'elle est noble pour la cause. Parce qu'en fait, on est parti d'une page blanche, on a créé alors que personne nous attendait là. Donc ça, c'est une décision que j'ai prise avec mon épouse. C'était dans 2 ans après la création de Yaoz. On savait que de toute façon, j'allais à terme, tu vois, quitter et rejoindre pour vraiment opérer et développer. Et ma femme, elle le dit très bien. J'ai créé Yaoz, mais tu l'as développé. Incroyable. Donc ça, c'est une décision, tu vois, ouais, c'est une vraie décision, tu vois. Voilà. Parce que moi, j'étais vraiment lancé sur une rampe de lancement, là. J'étais parti, si tu veux, j'étais un peu le mec que tout le monde voulait dans son équipe pour justement aller créer de la valeur ajoutée à l'étranger. Et puis après, bah, de toute façon, voilà, quand tu prends la décision, il faut y aller à bloc, à fond. Sinon, Vas-y pas. ouais, en fait, il faut pas te laisser de chance. Tu vois, voilà, ok, on y va. Par contre, si on y va, on se met en rupteur parce que, en fait, il n'y a pas de plan B, quoi. Incroyable. Ça, c'est un beau mot de la fin. Nicolas, en tout cas, j'étais très très content de te recevoir. C'est un retour C'est un d'expérience qui est plaisir de juste fou. exceptionnel.
Et encore une fois, merci beaucoup pour d'être venu pour ce podcast. Et pour tous les autres, on se retrouve du coup dans le prochain épisode de Smart Talks avec encore aussi des invités exceptionnels. Nicolas, on se dit à très bientôt autour d'une bonne crêpe, un bon yogourt. Merci Kevin. Merci à toi.